Bienvenue à cette chronique du clic au déclic. Cette semaine, je reçois Jean-Marie Lapointe pour parler de la relation à notre corps. Jean-Marie, bienvenue. Bonjour Geneviève. Jean-Marie, j'avais envie d'ouvrir avec la définition que Bouddha a donnée au corps. En fait, il disait que le corps, c'est un étui fragile qui porte pendant quelques années l'âme. Si je te demandais à toi de me donner ta définition, en fait, de ta relation à ton corps, qu'est-ce que tu me dirais? Bien, je pourrais te répondre avec deux types de réponses. Un peu dans l'essence de Bouddha qui dit ça peut être un véhicule. Tu sais, notre corps, c'est comme un véhicule, c'est comme porter des vêtements. Puis à un moment donné, bien, les vêtements s'usent, puis quand ils sont trop usés, bien, il faut les changer. D'où l'image de la réincarnation dans le bouddhisme. Bon. Alors, on peut y croire, on peut ne pas y croire, mais c'est dans la version du bouddhisme et puis dans l'enseignement de Bouddha. Par contre, dans ma version à moi, le corps, c'est vrai que je le vois comme un véhicule, je le vois aussi comme une magnifique machine qui te permet de performer, de jouir de la vie. Alors, on peut être très, très sensuel, presque hédoniste, puis de jouir des sens. Tu sais, on a plusieurs sens, bien, tant mieux, ça nous permet d'être en contact avec l'extérieur sous toutes ses formes. Le corps, c'est aussi comme une voiture, il faut en prendre soin. Alors, on te donne un corps quand tu viens au monde, plus tu vas en prendre soin, plus tu vas aller loin avec. Puis le côté peut-être un peu performant, athlète que j'ai en moi, ben je me dis, ben avec ce que j'ai, je veux me rendre le plus loin possible dans mes sports, dans mes compétitions. Donc, ça me donne une conscience et une vigilance de bien en prendre soin. Parce que je vieillis comme tout le monde, puis je réalise que je ne peux pas performer comme quand j'avais 15 ou 20 ans. Mais si je mange bien, si je dors bien, si je médite, si je fais attention à moi, si j'évite de faire des excès, moi, je ne prends pas d'alcool, je ne prends pas de drogue. Donc, c'est clair que j'augmente mes chances de bien vivre dans mon corps, d'être en santé aussi, puis de bien performer dans tous les aspects de ma vie. Donc, le lien que j'ai ou le rapport que j'ai avec le corps, ben c'est un rapport qui est sain. Mais ça n'a pas toujours été ça. C'est ça, hein? Non. Si on recule justement là, à l'arrière, quand tu étais petit garçon, vers l'âge de 10 ans, tu as commencé à avoir des troubles alimentaires. Est-ce que c'était l'apparence? Est-ce que c'était par rapport à ton corps que tu as développé ces troubles-là? C'était pas du tout par rapport à l'apparence. Contrairement à aujourd'hui, les jeunes garçons et les jeunes filles deviennent très vite conscients de leur corps avec tout ce qu'on leur bombarde comme information au niveau des médias, au niveau d'Internet et tout ça. Ils deviennent très, très vite conscients. À cet âge-là, moi, je n'étais pas du tout conscient de mon apparence. Je suis né avec certaines fragilités physiques. J'ai eu un souffle au cœur à la naissance, j'ai eu une hernie, rhumatisme articulaire, musculaire. Donc, j'ai eu des fragilités qui ont disparu progressivement en cours de route, mais j'avais une certaine fragilité. Par contre, quand est arrivé au primaire, je devais avoir à peu près 10-11 ans, je suis devenu pensionnaire. Et de façon très inconsciente, c'est très, très, très abstrait dans ma tête à ce moment-là, mais tu sais, quand tu te mets dans la peau d'un petit garçon, d'une petite fille de 9-10 ans à qui tu réalises que tu n'as pas beaucoup de pouvoir sur ta vie. T'sais, on t'envoie à une école que tu n'as pas nécessairement choisie. On te fait prendre des cours de musique, tu le veuilles ou tu le veuilles pas. Tu y prends goût, mais quand même, c'est des choses qu'on t'impose. On t'oblige à porter un costume. Tu es dans un petit collège privé. Tu es pensionnaire. Tu n'as pas calé ces shots-là, mais tu subis ça. Donc, dans tous les aspects de ta vie, là, je me sens rejeté un petit peu parce que là, mes sœurs sont à la maison, mais pas moi. Je me sentais un peu rejeté, un petit peu abandonné. Donc, j'ai l'impression, avec le recul, que inconsciemment, c'est comme si tu te dis, bien, la seule chose que je contrôle, c'est quand j'arrive à l'heure des repas, ce que je mange ou ce que je mange pas. Est-ce que c'était un genre de cri au secours, un appel à l'aide? Probablement. Mais je me rappelle que tout le temps du primaire, surtout les 3 dernières années, 4e, 5e année, 6e année, où j'étais pensionnaire, arrivé à l'heure des repas, je mangeais presque pas. Arrivé la fin de semaine, quand je revenais à la maison, là, sais-tu, comme par magie, je me remettais à manger. Je retrouvais mon chien, mes sœurs, mon père, ma famille. Et là, j'étais dans un environnement très sécurisant. Alors,
tout se passait bien. Donc, peut-être aux yeux de mes parents, ils voyaient bien que ça allait bien, mais à l'école, ça allait pas bien, tu sais, puis probablement aussi que mes notes en souffraient. Et c'est drôle parce que c'est peut-être le contraire que j'aurais dû faire. Tant qu'à lancer un appel à l'aide, j'aurais dû pas manger à la maison pour que mes parents voient qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais comme je te dis, ça te donne une idée à quel point c'était inconscient. Je m'en rendais pas compte. Et quand est arrivé le secondaire, tout ça a disparu. Parce que j'étais plus pensionnaire, mais là, j'ai trop mangé. Là, je suis devenu baquet, par exemple. Tu sais, on dit souvent que les troubles alimentaires peuvent être déclenchés par 1001 facteurs, entre autres les fameuses diètes, les régimes. Puis, effectivement, à ce moment-là, c'était à peu près à 27 ans, 27-28 ans, Marc-André Forcier, un réalisateur québécois, me propose un rôle dans son film. Je suis allé incarner un boxeur. Là, tu te dis, shit, un boxeur, faudrait que j'aie l'air d'un boxeur, il faudrait que j'aie l'air en shape en plus. Donc voilà ma planche de salut, je vais pouvoir enfin m'entraîner comme un malade, prendre les services d'un entraîneur, un nutritionniste, puis je vais arriver pas juste en shape, mais crissement en shape lors du tournage. C'est ce que j'ai fait. Alors, je suis passé en l'espace de 10 mois de 210, 215 livres facilement à 150, 155. Mais le tout supervisé, encadré, tout ça. Sauf que le petit dragon qui sommeillait en moi, il s'est vite réveillé. Et par le regard des autres, par les encouragements des autres, par le regard très sympathique de la part des femmes, tu te dis, oh tabarouette, je commence à pogner, on me remarque, je suis plus cute. Moi-même, je trouvais que je devenais plus en forme, puis que j'aimais le produit que je voyais à l'écran, ou pas juste à l'écran, mais dans le miroir. J'ai dit, wow, c'est bien hot, là. Donc, j'avais du renforcement positif. Alors, tu sais, tu peux très bien comprendre, puis j'ouvre une parenthèse, tu sais, comment les jeunes filles, comme les garçons, qui se font valoriser constamment par leur apparence, bien, si tu ne mises que sur ça, tu vas vite souffrir plus tard, parce que ton corps vieillit, puis à un moment donné, il va te lâcher. Mais en même temps, quand tu réalises à quel point les gens te félicitent ou ils évitent de te regarder si tu es obèse, puis si tu es mince, puis tu es beau, puis tu es solide, puis tu as des gros seins en plastique, ils vont te dire, tu te fais applaudir, tu sais. Alors tu te dis, wow, quelle espèce de message malsain qu'on t'envoie. Mais moi, j'entendais pas ça, je voyais juste des affaires extrêmement positives. Mais ce qui arrive, c'est qu'après ton tournage, j'ai été dans une période de privation de plusieurs mois. Alors, quand arrive la vie normale après le tournage, bien là, tu veux manger un peu plus normalement. Et là, c'est tough parce que là, tu ne veux pas perdre les acquis. Alors là, tu continues à essayer de te contrôler. Puis c'est drôle, j'arrivais pas. Et tous ceux que j'ai connus qui ont fait, mais la plupart, là, je ne peux pas dire tous ceux, mais la grande majorité des gens que j'ai connus qui ont fait des compétitions, fitness, bodybuilding et compagnie, qui se mettent à un régime super sévère, arrivent après les compétitions. Il y en a beaucoup qui ont de la misère à gérer cette espèce de perte de poids-là et développent des déséquilibres aussi au niveau alimentaire, puis aussi mental, parce que tu veux surtout pas quitter cette belle image-là qui est quelque part un peu artificielle. Tu peux pas maintenir cette shape-là quand tu es sur un stage. Comme moi, après le tournage, je pouvais pas maintenir, mais j'avais de la misère, là. Justement, comment on peut encourager les jeunes, parce qu'il y en a plein de jeunes qui sont prêts, ou même, pas juste des jeunes, là, je pense à le métier que tu exerces, il y a plein de gens qui sont prêts à faire des chirurgies, prendre des stéroïdes, des médicaments, juste pour l'apparence du corps. Comment on peut aider ces gens-là à avoir plus conscience de cette image-là qu'on propage dans notre société? Je pense que tu viens de dire le mot conscience. On s'en rend souvent pas compte qu'on est dans cette espèce de tourbillon-là, puis qui nous donne un faux sentiment de puissance, de pouvoir, mais en même temps, on est un peu emprisonné parce qu'on veut pas lâcher cette espèce d'allure ou d'image. Tu sais, on est un peu accroché à ça parce qu'elle est aussi associée à une valorisation. Il y a un gain, hein? La personne qui souffre d'un trouble alimentaire a un gain à se faire vomir, à se priver. Elle vit un high, là, tu sais, la jeune fille qui arrive au restaurant avec sa famille, qui dit « Ah non, j'ai pas faim, j'ai mangé tantôt, je fais le pas. » Mais en réalité, elle est affamée. Mais le high qu'elle ressent d'être plus forte que sa faim, c'est malsain. Mais elle, sur le coup, non, elle vit un high, là. Elle est un petit peu comme quelqu'un qui a pris une substance, t'es sur un gros high. Donc,
Je pense qu'on ne s'en rend pas compte, mais ce qui nous fait nous réaliser des fois, c'est la réaction des proches. Quand il y a une personne qui commence à venir te voir et qui te dit ton, je suis un peu inquiet de te voir aller, je te vois maigrir, je te vois, tu as l'air malheureuse, tu as l'air fatiguée, je suis inquiète ou je suis inquiète de te voir comme ça. Là, il y a une personne qui te le dit, ensuite une deuxième, puis une troisième, puis une cinquième, puis des fois, ça fait plusieurs personnes qui viennent te voir avec des yeux inquiets. À un moment donné, peut-être qu'il peut se déclencher une forme de « Oh boy, peut-être que j'ai un problème ». Ou encore, tu te dis « Ils sont toutes folles ou ils sont toutes fous, puis c'est moi j'ai raison ». Donc, ça demande peut-être de l'aide encore plus, disons, spécifique ou médicale pour faire une bonne intervention. Mais comment éviter de tomber là-dedans? C'est très difficile, puis je pense que ça varie d'une personne à l'autre. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi dans ta vie? À quel moment tu t'es dit hey, là, je suis bien avec mon corps, là, je suis bien avec la personne que je suis, puis je vis pleinement ma vie là, dans ce corps-là? Je pense que c'est un combat encore aujourd'hui d'une certaine façon. Puis c'est un combat. Je pense que le mot il est sévère. C'est même pas un combat, mais c'est une présence. C'est-à-dire que si je parle d'une forme de guérison, c'est une forme de conscience. Puis ma conscience est associée à un mal-être ou à un malheur. Je veux dire, j'étais malheureux quand j'étais gros, j'étais pas bien, je me sentais pas bien dans ma peau, mais j'étais aussi malheureux quand j'étais dans les régimes sévères, dans l'extrême sévérité, mais l'extrême contrôle de tout ce qui était ma vie à ce moment-là. Je n'étais pas bien, alors que ma blonde à l'époque, Josée, elle pouvait manger des amandes, du chocolat, des chips. Elle était grosse de même, mais c'est parce qu'elle ne vidait pas le sac, tu sais. Elle était capable d'en manger un petit peu ici, un petit peu là, puis elle ne perdait pas le contrôle. Mais c'est justement parce qu'elle était capable d'en manger un petit peu tout le temps qu'elle restait mince, elle faisait pas d'excès. Alors moi, parce que je m'y privais comme un malade, quand j'avais l'occasion d'en manger, bien là, je vidais la boîte, puis deuxième boîte, puis une troisième, puis là, je partais dans des espèces de crises de boulimie où je perdais le contrôle complètement. Donc, je me dis, mais t'es pas bien là-dedans. Alors, à force de voir des gens qui sont bien, qui mangent avec appétit, qui mangent avec plaisir, puis qui sont pas obsédés par tout ce qu'ils ont mangé ou qu'ils n'ont pas mangé, je me dis, bien, je veux aller là. Donc, un des apprentissages dans la vie ou un des grands maîtres, c'est le malheur, la souffrance. Tu veux-tu continuer à souffrir de même? Non. Ben, fais comme ceux qui ne souffrent pas. Inspire-toi d'eux autres. Donc, ça a été des amorces de prise de conscience qui m'ont amené à, bon, ben, tu sais, une de mes chums qui dit souvent, si tu veux des résultats que tu n'as jamais obtenus, ben, fais donc des choses que tu n'as jamais faites. Donc, qu'est-ce que j'avais jamais fait? Ben, c'est à tous les jours avoir des aliments plaisir. La Maison de l'Éclaircie à Sainte-Foy, à Québec, eux autres, ils prônent ça, des aliments plaisir, de se gâter à tous les jours. Tu sais, si tu regardes dans le guide alimentaire, il y a plein de groupes alimentaires, mais il y en a un qui n'existe pas qui s'appelle les aliments plaisir. Si pour toi, c'est d'aller chercher une frite au McDo, ben ça sera ça. Si pour un autre, c'est de manger une tablette de chocolat, ben ça va être ça. Mais je pense que c'est important à tous les jours de prendre ces petits aliments-là, au même titre que dans un agenda, à chaque journée, le plus possible, de se donner des petites cases qui s'appellent Geneviève Young, Jean-Marie, tel, tu sais, ça nous appartient, cette petite case-là. Donc, ça veut dire que tu prends soin de toi. Ça veut dire que tu te donnes une case dans laquelle tu vas être bien. Donc, tu te choisis. Alors, je pense que ça aussi, ça va avec l'équilibre. C'est pas juste une... Tu sais, le trouble alimentaire, c'est pas un problème de bouffe, hein? C'est pas là le problème, tu sais. C'est un symptôme. On voit que l'alimentation est problématique, mais le problème est beaucoup plus creux que ça, tu sais. Un gars qui souffre d'un problème de dépendance à l'alcool, c'est pas ça le problème. Ça déclenche bien des affaires chez lui, tu sais, où il se gèle avec. Mais il gèle quoi? Ah, on va regarder ça. Comment le bouddhisme a changé ta relation à ton corps? Est-ce que ça l'a changé, ta relation à ton corps? De façon extraordinaire et très, très, très douce. Parce que le bouddhisme tibétain, ce que j'ai beaucoup aimé dans les enseignements, pas juste du Dalai Lama, mais de Pema Chodron, de Thich Nhat Hanh, des grands maîtres que je pourrais te nommer jusqu'à demain matin, ce que j'aime beaucoup dans leur approche, c'est l'extrême gentillesse du ton de voix que ces gens-là utilisent quand ils parlent.
quand il parle lors de conférences, ou juste quand tu lis le livre, tu sens qu'il y a un discours où il y a une douceur. Ça n'empêche pas de l'humour, ça n'empêche pas des épices, ça n'empêche pas que c'est coloré, mais le ton de la voix de ces gens-là est très, très, très apaisant. Et c'est tout en lien avec la pratique de la méditation, qui est faite de douceur. Tu sais, c'est pas oppressant, c'est pas violent, c'est justement le meilleur antidote pour nous, Nord-Américains. On est habitués de rouler dans la voie de gauche, il faut que ça aille vite, puis avec les moyens technologiques, on peut faire tellement plus de choses avec tellement peu de temps. Donc, on est à une ère où tout se fait vite, mais on oublie qu'on a besoin de lenteur, on a besoin de se déposer. Donc, d'aller méditer sur un coussin tous les matins, je pense que moi, ça a été un apprentissage à être doux avec moi-même. Donc, la douceur me fait du bien. Mais ce n'est pas exclusif au bouddhisme. J'arrive d'un pèlerinage en Israël, en Terre Sainte, et tous les grands contemplatifs, les gens qui prient, les gens qui se recueillent, n'ont pas le choix d'aller chercher cette espèce de recueillement et de cette douceur-là. Mais dans le bouddhisme, c'est venu d'une façon assez révolutionnaire que j'avais jamais entendue de toute ma vie. Donc ça, c'est venu me séduire. Moi qui avais l'habitude justement de me taper sa tête, parce que justement, la personne qui souffre soit d'une dépendance ou d'un trouble alimentaire, bien, se tape souvent sa tête. Il y a deux voix qui nous parlent. Hein? Il y en a une qui est bien fine, bien positive, bien gentille, bien douce, mais une autre, là, c'est un Christy de crosseur. Puis le petit crosseur en dedans de toi, là, elle n'est pas toujours fine, cette voix-là. Au contraire, elle te fait semblant des fois qu'elle va te dire des belles affaires, mais en réalité, c'est ton ego qui t'amène puis qui te fait... Hein, ça te fait rire. Je pense que tu comprends l'exemple. Ben oui, cette voix-là, on la connaît, puis malheureusement, on ne discerne pas tout le temps bien entre les deux. Mais la personne, on parle des troubles alimentaires, elle est habitée par cette voix qui peut être très mesquine, très méchante, très manipulatrice, et on s'identifie à cette voix-là. Alors qu'à un moment donné, ben non, c'est juste notre ego, c'est juste notre pensée, puis c'est pas tout le temps correct, cette pensée-là. Puis tu regardes sur la porte de chez nous, j'ai un petit écriteau qui t'écrit « Don't believe everything you think ». Tu sais, crois pas tout ce que tu penses, tu sais. Ça peut être très souvent erroné. Alors c'est ça, je pense que je te dirais en terminant sur ta question, l'enseignement du bouddhisme a amené une belle douceur, une bienveillance. Puis le mot bienveillance en anglais, il est tellement beau. Loving kindness. Loving kindness. De la douceur et de l'amour. De la douceur bienveillante. C'est génial. On a besoin de ça. Tout à fait. Tu es aussi très impliqué dans des organismes. Là, tantôt, tu parlais de l'Éclaircie qui travaille avec des gens qui ont des troubles alimentaires. Je pense aux défis sportifs, les jeunes handicapés. Je pense aussi au Grand Chemin, les jeunes qui ont les ados qui ont des troubles avec la drogue, l'alcool. Et le camp, où est-ce que tu fais de l'accompagnement en fin de vie. Et tu sais, en faisant les recherches puis en regardant ça, je me disais, waouh, ça a tout un lien avec le corps. En même temps, tu sais, quand tu penses aux jeunes handicapés, ils ont à travailler avec les limitations de leur corps, ceux qui ont des troubles alimentaires, la drogue, la toxicomanie, et ceux qui doivent apprendre à se détacher de leur corps à un si jeune âge aussi. Par rapport le fait qu'ils vont le camp, ceux que tu accompagnes, oui, tout à fait. Dis-moi, je sais que tu m'as déjà dit, Jean-Marie, tous ces gens-là, je suis là parce que c'est des maîtres dans ma vie, puis ils m'enseignent plein de choses. Y a-tu des enseignements ou des éléments que tu peux nous partager là, que tu as vu au niveau de la relation à leur corps, que tu trouves assez exceptionnel? Bien, on va les séparer. Prends l'exemple du défi sportif. C'est encore plus criant quand la personne a un handicap physique. Bon, elle a perdu l'usage de ses membres. C'est clair que son rapport au corps, il y a un deuil à faire. Ce deuil-là, il est permanent. C'est irréversible. Ses jambes ne pousseront plus. Mais ce que ces gens-là t'apprennent, c'est que la vie existe malgré le handicap, malgré la perte d'un membre. Donc, ça te dit que si ça devait t'arriver de perdre l'usage d'une jambe, d'un membre, bien, c'est que tu pourrais continuer à vivre. Tu vas vivre différemment.
Donc, ils sont en train de t'apprendre peut-être ta plus grande peur. Combien de gens ont dit, moi, si je devais devenir handicapé, je me suiciderais. On entend ça souvent. Ces gens-là ont même pensé ça aussi, avant que ça leur arrive. Puis là, ça leur est arrivé, et ils ont trouvé une autre façon de vivre. On n'a pas le choix, qu'ils vont nous dire. C'est vrai qu'on n'a pas le choix. Mais quelque part, on a le choix. On peut accepter comme on peut pas accepter. Mais dans ceux que j'ai rencontrés qui avaient accepté, m'ont appris en retour une leçon que malgré le fait que j'ai plus mes jambes, plus mes bras, je peux encore avoir du fun, je peux encore faire plein de choses. Et donc, moi, ça me dit, si ça m'arrive, ma vie n'est pas finie. Donc, c'est très précieux. Mais, et aussi, le regard, tu sais, on dirait qu'une personne qui a un handicap fait souvent passer pour une personne moins qu'humaine. On dirait que c'est pas un humain à part entière, tu sais. Et ça, c'est triste de voir ça dans la société. Tu sais, on va les tasser. On va tasser les gens différents parce que la différence nous gêne, nous met mal à l'aise. Tu sais. Alors, moi, j'ai grandi grâce à la différence. Donc, ma job aujourd'hui, c'est de te parler que cette différence-là te rend plus riche, te rend meilleur, te rend plus beau, une meilleure personne. Donc, c'est sûr que le rapport au corps est différent, mais il n'est pas dénué de sens. Il y a un sens extraordinaire. Mais c'est vrai, ta question est intéressante parce que la personne qui se sait atteinte d'une maladie incurable est en train de dire à son corps, tu es en train de me lâcher. Mon corps me lâche. Il est en train de m'abandonner. Donc, il y a un sentiment d'être abandonné par son propre corps. Ça doit être épouvantable à vivre. Mais en même temps, ça va t'arriver, ça va m'arriver, ça va nous arriver à tout le monde. Donc, si tu côtoies les gens qui se préparent à mourir, ils sont en train de te donner un enseignement que, bien, toi aussi, prépare-toi. Et plus vite tu vas te préparer, moins le choc va être brutal quand on va t'annoncer, si tu ne meurs pas subitement, si on t'annonce un jour que tu vas avoir un cancer ou que tu vas mourir, alors que tu sais que tu vas mourir éventuellement, mais qu'on ne veut pas regarder ça, mais le plus qu'on l'accepte, qu'on l'assimile, fait que on apprécie encore plus la vie. Parce que c'est comme si tu sais que la récréation va durer 15 minutes. Puis là, tu entends la dernière cloche, il te reste 5 minutes. Mais le dernier 5 minutes, il est bien intense. T'sais. Tu le sais qu'il te reste juste 5 minutes à jouer avant de retourner dans la classe. C'est fun de penser que la classe égale la mort. Les profs vont m'aimer. Non, mais tu sais, c'est ça. Je pense que quand tu es conscient du temps qui te reste et la chance d'être ici, ça te fait encore plus apprécier puis moins te tourmenter. Donc, je pense que d'avoir ça comme petit maître devant moi, un petit bout de femme de 10, 12, 14 ans qui m'enseigne ça, moi, je trouve ça extraordinaire de voir que ces gens-là sont même capables d'avoir des réflexions. Puis, écoute, je vais te le dire, la plus belle réflexion que j'ai entendue par rapport au cancer, ça vient d'un garçon qui s'appelle Sacha Duplessis. Et Sacha, à 19 ans, lui, il avait eu des problèmes de drogue et d'alcool. Il avait été au Grand Chemin faire une thérapie. Il a eu un cancer, rémission, et un deuxième cancer qui finalement fut foudroyant puis qui l'a emporté. Et Sacha avait une attitude... On aurait pu penser qu'il... Oh, tu sais, un enfant Teflon, il s'en calisse. Il avait l'air vraiment dégagé de ça. Il avait l'air... Au contraire, moi, je trouve que Sacha était très résilient. Mais il n'était pas comme... agressif, il n'était pas méchant, comme certains ados qui vont se fermer comme une huître, ou il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. Et lui, il était quelque part entre les deux. Il était assez zen. Puis à un moment donné, j'avais posé la question à Sacha, elle dit, comment ça se fait que, malgré tout ce que tu as pu vivre, et avec le cancer que tu vis présentement, que tu restes zen, tu as l'air calme. Et il m'avait dit, check ça, il dit, ben Jean-Marie, pourquoi j'en voudrais à mon cancer, à ma tumeur? Elle veut vivre, elle, avec. C'est juste qu'on ne peut pas vivre ensemble. Il y en a un des deux qui devra partir. Écoute, il dit ça. Tu sais, comme deux colocs qui ne sont pas capables de s'entendre, il y en a un des deux qui va falloir qu'il parte. T'sais. Il m'avait dit ça par rapport à son cancer. Tu sais, c'est quand même la bébite qui est en train de le ronger par en dedans. Mais il n'en voulait même pas. Ça m'a scié les jambes. Ça, quand j'ai entendu ça, je dis, wow, quelle espèce de rapport sage face à la maladie. T'sais. Alors, notre ennemi, là, c'est pas tant la tumeur, c'est souvent nous-mêmes qui est notre propre ennemi. T'sais. En tout cas, lui m'avait vraiment inspiré, impressionné.
Comment tu vois l'avenir des jeunes, justement, tu sais, à force d'être impliqué dans des organisations comme ça, tu vois des jeunes qui ont des problèmes de drogue, d'alcool, des jeunes qui sont préoccupés par leur corps, qui souffrent de ça. Est-ce que tu penses que on s'en va vers un avenir meilleur, plus en conscience, ou si tu as l'impression qu'il y en a de plus en plus par rapport à ce que prône la société? Bien, je pense qu'on doit les écouter. S'il y a une chose qui est certaine, c'est ces jeunes-là qui sont les maîtres du futur et c'est à eux qu'on doit donner la parole. Eux autres, ils le savent. Ils le savent pas mal plus que toi puis moi, ça, probablement. Qu'est-ce qui s'en vient? Je ne suis pas un devin, je ne suis pas un visionnaire, mais je crois à la polarité, tu sais. Pour des jeunes qui semblent être, et je dis bien qui semblent, être plutôt inconscients, qui font leurs affaires, qui font leur tête, il y en a une christie de gang qui sont allumés aussi et qui sont vraiment plus sages que la moyenne des ours. Alors, cette polarité-là fait qu'il y a un équilibre quelque part et il y aura toujours de l'espace pour les écouter, ces jeunes-là, tu sais. Que ce soit comme notre chum Mylène Paquette qui traverse l'Atlantique en solitaire, il y a des êtres exceptionnels qui se dépassent, qui se manifestent et qui sont en train de nous montrer que c'est possible. Donc, ces gens-là méritent l'espace qui leur revient au niveau des médias. Mais moi, je fais confiance que au même titre que, tu sais, des fois, tu marches dans la rue, là, puis tu vois, sur une craque de trottoir, il y a un brin d'herbe qui pousse. Tu peux me dire comment est-ce qu'il a réussi à pousser là? Il est dans la craque du béton, ça pousse. Tu sais, j'arrive d'un voyage en Israël, puis ces murs-là, des briques, il y a des fleurs qui poussent. Comment ça? Donc, ça veut juste dire que la vie est forte en Moses pour se frayer le chemin. La beauté se manifeste. Donc, est-ce que c'est plutôt à nous qu'il faudrait regarder avec nos yeux? Je pense que la beauté est partout. Donc, c'est à nous d'être vigilants puis de regarder. Puis, tu sais, le plus beau des couchers de soleil ne voudra rien dire à un dépressif. Il va marcher à la tête à terre, puis il va se promener, puis il va être dans sa bulle, puis il va être dans l'autodestruction, puis dans sa souffrance. Alors que quand tu es pleine d'amour, puis tu as de la joie dans ton cœur, tu vois le beau partout. Donc, je pense que c'est à nous de cultiver cette beauté-là intérieure pour pouvoir justement saisir les belles occasions qu'un jeune a à partager, à nous dire. Alors moi, je suis très confiant, au contraire. Puis de toute façon, quand il y a de la merde qui se passe, il y a de la beauté aussi en même temps. Il y a quelque chose pour nous manifester que, hey, ça existe, tu sais. Donc, je fais confiance, vraiment. La polarité, comme tu as dit tantôt. Ouais. Puis je trouve que tu parles d'être exceptionnel, mais tu sais, moi, je continue de croire que tu en es un aussi, Jean-Marie, parce que à force de... Oui, vraiment... Parce que quand quelqu'un qui a marché dans ces pas-là, dans ces traces-là, puis ensuite qui choisit d'accompagner des jeunes, les accueillir là-dedans, hein, puis en même temps leur dire, ben moi je suis là avec toi aussi. Mais ça, c'est inspirant, puis ça donne de l'espoir, tu sais, puis je pense que plus on sera nombreux à faire ça aussi, puis plus il y aura de la beauté, comme tu dis, dans l'humanité. Hein? C'est gentil. Mais écoute, tu sais, je veux pas dire que j'ai de la misère à recevoir ce que tu me dis là parce que c'est très beau puis j'en ai besoin de ces applaudissements-là quelque part. C'est une marque d'encouragement qui fait juste souligner, dire et me dire, ben Jean-Marie, continue de faire ça parce que ça me fait du bien de voir des gars comme toi faire ça. Ça, je vais le prendre. Mais il y a quand même une place qui est vraiment incontournable à l'égoïsme. Puis c'est important d'être égoïste positivement. Parce que si je fais toutes ces choses-là, c'est pas parce que ça me fait chier, c'est que ça me fait du bien, ça me fait grandir. Donc, j'ai encore besoin d'apprendre. Et qui m'apprend, c'est des choses ultimes. C'est des gens qui font face à la mort ou qui font face à ce qui nous fait peur aussi, tu sais, comme de perdre l'usage de nos membres, de devenir handicapés, paraplégiques. Ça nous fait peur. Donc, si moi, au lieu de me réfugier dans ma peur, je vais vers eux, ils sont en train de m'apprendre que c'est pas si pire que ça. Pas le fun, mais on peut passer à travers puis avoir encore du plaisir dans la vie. Donc, de façon bien égoïste, j'ai besoin d'apprendre, tu sais.
Donc, c'est juste, c'est vraiment honnête, hein, ce que je te dis là, puis je le fais parce que j'en ai de besoin, tu sais. Pourquoi on lit le journal? Bon, on a besoin de s'informer. Pourquoi on va lire un livre sur un développement personnel? Ben, c'est parce qu'on a besoin de grandir. Pourquoi je lis une bande dessinée? Parce que j'ai besoin de me divertir. Donc, chaque chose qu'on fait, c'est parce qu'on a un gain en retour. Donc, moi, malgré les gens qui peuvent penser « Ah, c'est donc généreux, quelle abnégation! » Ben non, vous n'avez rien compris. Je ne m'oublie pas là-dedans. Là. Je me mets en priorité. Je le fais parce que j'en ai de besoin. C'est sûr, ça paraît bien là, de faire du bénévolat. « Ah, il est donc fin, il est donc fine, ils donnent 3 heures de leur temps pour les personnes handicapées. » Ben oui, mais j'ai un gain, là. Mais je ne suis pas toujours conscient de ce que je dépose dans le cœur des gens que j'accompagne, mais je sais que moi, ce que je retiens puis ce que je reçois, c'est riche, donc j'en ai de besoin. Alors, soyons plus nombreux à être égoïstes. Hein? Je suis d'accord avec ça. Jean-Marie, tu as un deuxième livre qui s'en vient. Oui. J'aimerais ça que tu nous en parles. Oui, un beau cadeau que je me fais. En fait, qu'on m'a fait. Parce que, tu sais, on peut tous avoir la possibilité d'écrire. Puis la chance d'avoir une maison d'édition comme Libre Expression, puis c'est une belle gang. Je suis très chanceux d'avoir été choisi à publier un livre et qui était... c'est drôle, hein, parce que mon premier livre, ça fait longtemps que je l'ai écrit, c'est en 99, donc ça fait un bout de temps. Alors moi, je ne suis pas un écrivain, je suis à peine un auteur, mais je marche à coup de cœur. Tu sais, j'ai fait un album, j'ai fait des spectacles. Chaque chose que je fais, c'est que ça me prend un coup de cœur. Je ne suis pas comme un vrai écrivain qui, lui, à tous les jours, il se met devant son ordi ou devant son calepin, puis qui écrit, qui ne publiera pas nécessairement tout ce qu'il écrit, mais il écrit. Hein, un athlète, il court à tous les jours, tu sais. Ben moi, j'ai besoin de marcher avec des coups de cœur. Et je m'étais toujours dit, puis à chaque fois qu'on me posait la question, quand est-ce que j'allais écrire un autre livre, parce que le premier livre avait été un beau livre, un beau succès, puis il avait fait du bien. Mon voyage de pêche avait fait du bien. Donc, je m'étais dit, moi, ça me prend un coup de cœur. Puis le coup de cœur, il est venu, mais doucement. Alors, Lison Lescarbot, qui était à l'époque, elle n'est plus à Libre Expression, mais c'était la directrice de l'édition. À un moment donné, on se book un lunch. On est allé au cégep ensemble. Puis, à la fin du lunch, suite avec nos conversations puis tout notre échange, elle avait proposé le titre d'un livre comme ça. « Je ne t'oublierai pas ». Parce que tout le long du repas, j'arrêtais pas de lui parler de Joanna Comtois, de mon ami Jonathan, qui a une trisomie 21, de la gang, justement, de mon documentaire, de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie qui m'ont vraiment enrichi l'existence, qui ont fait de moi une personne plus humaine, plus sensible, plus ouverte. Je me disais, ouais, mais ces gens-là, c'est eux qu'il faut qu'on rencontre, c'est d'eux qu'il faut qu'on parle. Tu sais. Moi, je pourrais te parler d'eux autres, mais j'ai décidé plutôt d'écrire un livre. Alors, c'est ça. Je ne t'oublierai pas, fait l'hommage de ces personnes-là. Donc, ça en rend hommage à des gens comme Joanne, à Jean-Pierre Chiasson, à ma tante Cécile, mais aussi à des événements comme la période où j'ai été en cohabitation avec mon père. Je rends hommage à ça. Je rends hommage aussi à des événements qui ont été comme bouleversants dans ma vie, des périodes plus difficiles qui font que je ne peux pas oublier, qui ont fait qui je suis maintenant. Donc, c'est ça. C'est pour ça que ça s'appelle « Je ne t'oublierai pas ». Puis ça va être lancé quelque part en fin janvier. Là. Donc, j'ai peut-être manqué le Salon du Livre cette année à Montréal, mais je vais me reprendre pour les autres parce qu'il y a une belle tournée qui vient avec. Ben, tu sais c'est quoi? C'est un beau réseau, les tournées. C'est le fun. Oui. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que je peux te souhaiter là, pour les prochains mois? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser? J'ai pas tant un projet qui m'habite actuellement. Tu sais, on parlait avant que l'émission commence, avant que l'entrevue débute, on parlait des projets de documentaires et tout ça. Bien, j'aurais envie d'en faire d'autres, c'est clair, faire d'autres projets, d'avoir une émission de radio ou une émission de télé de sens, où il y a du sens, il y a du contenu. Tu sais, t'aimes faire du bien toi aussi, ben je pense que je souffre de la même maladie que toi. J'ai besoin de faire du bien, j'ai besoin de me sentir utile. Tu sais, on se sent utile quand on fait du bien. Tu sais, toi aussi, tu reçois, hein? Tu sais, quand tu fais tes Dream Class, quand tu fais tes entrevues. Ben, je pense que j'ai besoin de continuer à nourrir ça. Et ça, c'est notre responsabilité. Si on veut que ça arrive, il faut le cultiver en soi. Donc, je pense que c'est ça. J'ai envie de continuer à cultiver en moi, de ne pas lâcher. Parce que si tu lâches tes rêves, il n'y a personne qui va les réaliser à ta place.
Donc, de continuer cette démarche-là, de prendre soin de moi, puis d'avoir la santé, parce que je tripe sur le kayak de vitesse, je fais du bateau dragon, j'aime beaucoup. Tu sais, on parlait du corps tantôt, bien, je veux rendre hommage à mon corps pendant qu'il est encore capable de fonctionner. Donc, je veux continuer à prendre soin de moi. Puis tant que j'ai la santé, bien, je peux cheminer. Je te souhaite le meilleur. Et je ne t'oublierai pas. Merci. Merci, Jean-Marie Lapointe. Merci. Elle sent bon. Je ne suis pas capable de la sentir, là, mais elle sent bon.